Alors aujourd'hui on va parler d'émotions. Alors pourquoi on va parler d'émotions? En fait tout simplement parce que là j'ai eu un de mes contacts sur LinkedIn qui m'a dit tiens regarde il y a une super vidéo, c'est une nana américaine qui est en train de dire voilà il faut plus avoir des vidéos corporate trop corporate justement trop aseptisées avec des choses trop complètes, avec un look trop léché. Il faut au contraire essayer de faire un truc un peu plus moderne. Alors bon, moi ça m'a fait un petit peu rire parce que ça fait déjà au moins 2-3 ans que la messe est dite et que en fait tout simplement les vidéos trop corporate c'est devenu justement trop corporate parce que devant la diffusion d'informations les gens veulent de plus en plus d'émotions. Donc en fait moi ça fait déjà à peu près 2 ans que cela que j'ai pris en fait un virage. Si vous connaissez conseil marketing depuis déjà un moment, vous vous rendez compte que maintenant je ne dis plus nous, je dis plus par exemple conseil marketing nous allons faire ci, nous allons faire ça, ou vous faites ci, vous faites ça. J'essaye en fait, même par ce podcast que vous suivez ou ces vidéos que vous suivez, vous pouvez voir en fait que maintenant je dis je. Dans les articles, je dis je me mets moi. Il y a ma photo en fait qui est sur le site, alors que c'était pas du tout le cas auparavant. Si vous regardez aussi mon podcast, mes vidéos, vous verrez qu'en fait je mets beaucoup plus d'émotion, je mets du sentiment, je fais vraiment des choses qui font que je dis ce que je fais. Par exemple, je vois bien aussi quand j'écris des articles, ce qui marche le mieux, c'est dire je vous offre, ou alors mes 15 conseils, ou mes trucs comme ça. Si je dis mes trucs, ou alors si je dis tiens, faites quelque chose qui m'énerve, ça c'est incroyable, ça m'a complètement retourné. Enfin, dès qu'on met de l'émotion, dès qu'on met du sentiment, et tout de suite ça commence à faire la différence. Et ça en fait ça fait déjà un petit moment qu'on le voit, puisqu'en fait si vous vous intéressez un petit peu au domaine du blogging, vous verrez en fait que de plus en plus de gens utilisent le vlog, donc la vidéo adoptée au blog. Le principe est vraiment simple, hein, c'est de se dire tiens, écrire c'est bien, mais en mettant en fait de la vidéo, on arrive à faire passer encore plus d'émotions. Et c'est cette émotion-là avec l'image qui fait qu'on va véritablement aller plus loin. Et si vous vous intéressez aux blogueurs un petit peu plus modernes, on va dire la 3e, 4e génération, c'est-à-dire les petits derniers, vous verrez en fait qu'ils montrent en fait beaucoup leur vie privée. Leur vie privée, ils montrent un petit peu ce qui se passe dans les coulisses, ils racontent leur vie, leur désespoir, ils sortent un petit ou leur joie, hein. Plutôt d'ailleurs c'est plutôt les joies. Ensuite, les derniers blogueurs tutoient. Moi j'ai accueilli sur mon blog plusieurs personnes et au début ça m'a fait vraiment bizarre parce que les gens qui étaient derniers blogueurs que j'aimais bien, que j'ai invités sur mon blog ou qui m'ont proposé de bloguer sur mon blog sur quelques sujets, on voit bien en fait qu'ils disent en fait vraiment comme ils parlent, ils écrivent comme ils parlent. Voilà, ils écrivent pas comme un livret. Ça, c'était quelque chose qu'on me reprochait pendant très longtemps. On me disait, tiens, tu écris comme tu parles. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui sont à la Emmanuel Macron et qui parlent comme un livre. Et c'est vrai que ça fait sérieux, ça fait poser, ça fait vraiment corporate, mais ça fait too much. C'est-à-dire qu'on n'a pas confiance dans ces gens-là. Le discours sonne faux, ça fait pas vrai, c'est pas nous, quoi. Voilà. Donc en fait, si ça marche pour Emmanuel Macron, ça ne marchera pas pour votre entreprise. Essayez au contraire d'avoir de la proximité. Alors si vous avez un exemple en fait à prendre, moi en fait un que j'aime bien, alors que je ne suis pas tout le temps, mais parce qu'il parfois il m'énerve un petit peu, mais son idée est vraiment intéressante, c'est Gary Vaynerchuk. Donc Gary Vaynerchuk, en fait, il est intéressant parce que justement lui, il a compris tout ça. Il fait beaucoup de vidéos, il répond aux conseils de ses lecteurs. Même il fait une journée avec Gary Vee, c'est-à-dire qu'en fait les gens peuvent le suivre. Enfin, il a un caméraman en fait qui le suit pendant une journée complète et puis on voit vraiment ce qu'il fait dans sa journée et tout ça. C'est assez marrant, c'est assez intéressant. Donc c'est pour vous montrer en fait que c'est cet aspect personnalisation, émotion, c'est vraiment important. Et c'est ça en fait qui va véritablement faire la différence entre quelqu'un en qui on aura confiance et une entreprise comme les autres. C'est cette émotion, ce sentiment qu'on va faire passer, c'est quelque chose qui vraiment est très intéressant. Mais ça il faut le faire partout, c'est-à-dire qu'il faut pas juste se dire tiens je vais tutoyer dans mes vidéos. Il faut aussi que vos photos soient pareilles, c'est-à-dire que vous mettez des photos un peu perso, sans trop aller dans l'excès bien entendu, mais vous mettiez ce genre de photos un petit peu du off sur Facebook, sur votre page Facebook, sur votre profil Facebook,
Il faut véritablement se dire, ok, voilà, comment je vais pouvoir mettre de l'émotion. Parce que c'est l'émotion véritablement qui va faire un déclencheur. Et c'est pas en fait en ayant quelque chose qui va être trop corporate, trop policé, trop classique, en fait, que vous allez véritablement faire quelque chose. Donc voilà. Donc mon conseil du jour, c'est ça, c'est vous dire, ok, comment en fait je vais pouvoir donner plus d'émotion. Alors cette émotion, donc c'est la forme, mais c'est le fond, mais c'est les deux. C'est le fond et la forme. Alors la forme, on a parlé tout à l'heure, c'est accepter de faire des vidéos qui ne sont pas parfaites. Encore une fois, les vidéos très parfaites sont sympas, mais en fait, il faut alterner. Moi, j'alterne entre des podcasts comme celui-là où je suis dans la rue et en fait des vidéos beaucoup plus corporate avec un caméscope, etc., etc. Alors ça, c'est important de varier les deux, mais toujours apporter du contenu. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une interview avec quelqu'un, c'était un Facebook Live, on avait improvisé, on s'était fait ça en fait sur les bords de la Seine. Et en fait, c'est vrai que l'interview était intéressante, mais ça manquait un peu de pêche, ça manquait un peu de contenu. Donc préparez un petit peu les choses. Et ensuite, n'oubliez pas aussi que certes, il faut accepter de faire des vidéos un peu à l'arrache, mais aussi il faut que ça soit bien audible, avec un bon son et qu'il y ait un bon contenu. Une dernière tendance aussi que j'observe beaucoup, c'est associer la vidéo avec d'autres vidéos. C'est-à-dire qu'en fait, c'est véritablement une grande tendance que j'ai vue depuis quelques temps et qui marche bien. C'est les gens en fait qui font certes de la vidéo avec leur blog, mais qui en plus en fait ajoutent par exemple des extraits de films ou des extraits de chansons, des choses comme ça. Et ça donne un petit côté interactif, un côté ludique. À la fois, il y a un côté, comment dire, amateur, où les gens se filment, etc. Et puis derrière, il y a un montage qui est important. Alors ça, bien sûr, c'est pas un montage qui se fait en 5 minutes. Pouvoir rajouter des infos comme des extraits de films, des choses comme ça nécessite du temps, ça nécessite du montage. Mais on voit tout de suite que cet aspect-là, utilisation de contenu entre guillemets grand public, c'est vraiment intéressant et ça permet de fédérer et justement de rendre un peu plus attractif, un peu plus fun des vidéos. Allez, à bientôt. Si vous voulez voir un exemple, regardez une vidéo de Tara Hunt où justement elle explique pourquoi elle dit qu'il faut justement arrêter les communications un peu trop policées, un petit peu trop structurées et passer des trucs un peu plus entre guillemets amateurs, plus naturels, mettre plus d'émotion. Et vous verrez que dans sa vidéo, elle a justement mis des extraits de films un peu à droite à gauche pour couper un peu la monotonie du film. C'est ce qu'on appelle en fait l'effet pattern et pour mettre un petit peu d'émotion et de la reconnaissance, etc. dans ces animations. Donc je vous conseille de faire ça également, c'est rajouter en fait des extraits qui changent un peu le rythme, qui permettent de remettre un petit peu d'émotion, etc., etc. Alors on va continuer toujours sur comment on va pouvoir vendre plus cher ses produits et pourtant avoir ses clients satisfaits. Donc il y a la première chose en fait, c'est comme je disais, prouver l'économie, prouver le gain en fait que vous allez faire de manière vraiment rationnelle. Vous avez quand même différents types de personnes, hein. Vous avez 4-5 psychologies. Les gens qui sont très rationnels, les gens qui sont très émotionnels. Donc en fait, vous devez être capable de justifier ce prix-là. Souvent en fait, quand on s'adresse à un produit vraiment cher, il faut dire ok d'accord, je vais investir tant, mais ça va me rapporter tant. Donc si on est capable de dire voilà, avec mon cas pratique, avec mon cas de figure, avec mon entreprise, finalement je dépense 1000 euros et ça va en faire gagner 10 000. Donc en fait, le plus souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un outil de ROI qui est souvent sous Excel. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et là, en fait, on va tout simplement lister les cas de figure. Et on laisse le gars, en fait, avec un petit calculateur. Et il aura juste, en fait, là, à se dire, tiens, j'ai juste à mettre mon nombre d'activités, mon nombre d'heures, le nombre de salariés, etc., etc. Enfin bref, je remplis quelques petits champs et paf, ça me calcule tout. Alors il faut que ça soit super carré par contre, super sérieux. Si votre formule est un petit peu bancale, si vous mentez un petit peu, si vous êtes un petit peu vraiment limite, si ça perd de crédibilité, alors là tout de suite votre outil de ROI il va aussi perdre de crédibilité. Donc c'est super important de se dire ok, mon outil de ROI il est vraiment carré, il est sérieux, la formule et les formules que j'utilise sont bien. Et j'essaye de ne pas mettre trop de trucs qui sont limites, j'essaie vraiment d'être juste. Il faut que ça soit aussi proche de la réalité parce que si la personne ne se retrouve pas dedans, ça va pas du tout aller. Donc ça c'est le premier aspect quand on s'adresse à une personne rationnelle. Et généralement c'est ce qu'on voit quand on est avec un chef d'entreprise, un comptable. Il faut dire regarde, j'ai un outil, ça va me coûter tant. Ou alors si vous voulez en parler avec une deuxième personne, votre femme, votre époux, etc., etc. La deuxième chose en fait c'est utiliser le côté émotionnel. Le côté émotionnel c'est en fait pas aller sur cet aspect rationalité, mais sur l'aspect en fait j'ai du mal à me décider, je ne sais pas quoi faire. Je suis un peu perdu, donc en fait j'ai besoin d'être coaché, d'être guidé. Et dans ces cas-là, en fait, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on fait plutôt un quiz, ou ce que j'appelle moi un autodiagnostic.
C'est-à-dire qu'en fait, on va répondre à entre 10 et 20 questions, on va dire. Alors, idéalement, il faut les faire au téléphone ou un truc comme ça, ou assister avec une mini-séance de 5-10 minutes d'audit et des choses comme ça. Parce qu'en fait, dès le départ, vous allez apporter de la valeur. Mais bon, si vous n'avez pas forcément le temps, ce que vous faites, c'est que vous pouvez faire en fait un quiz en ligne, un audit en ligne avec à peu près 10 à 20 questions. Et la personne, après, tac, en fait, elle peut savoir, bah oui, vous êtes dans quelle figure, voilà votre problème, et voilà votre solution, et on a ce qu'il faut, regardez, ça coûte de temps, machin, etc. Donc ça, en fait, on est plutôt dans l'aspect émotionnel avec des gens qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent, qui sont plus dans l'émotion. Et là, en fait, ça marche très très bien parce qu'en fait, ils ont la réponse au problème qui leur apporte. Et si vous faites, comme je le disais, avec un petit audit, genre un quart d'heure au téléphone, 10 minutes au téléphone, avec quelques idées, alors bien sûr, il ne faut pas donner toute la solution, mais il faut donner des pistes. Là, la personne sera hyper reconnaissante. Elle a déjà eu en un quart d'heure vachement le truc qui a dit waouh, en un quart d'heure j'ai appris tant de choses. Alors j'imagine si je paye le truc d'une heure ou deux, à ce moment-là, je vais le faire vraiment top, quoi. Ça va être vraiment génial. Donc il faut vraiment se dire ça. Il faut penser à comment on va pouvoir juger, enfin faire en sorte que la personne soit sûre qu'elle va vraiment faire le bon choix. Après, en fait, il y a aussi, au niveau du choix, il y a la technique classique que j'appelle moi du faux choix. Si vous voulez vendre un produit à 1000 euros, il faut généralement le mettre à côté d'un produit qui vaut 10 000 euros ou 5 000 euros, en tout cas au moins 5 000 euros. 10 000 ça fait un peu beaucoup, mais en tout cas c'est la technique, ce que j'appelle moi du faux choix, c'est-à-dire qu'en fait quand vous êtes dans un magasin ou sur un site internet, généralement ils vous proposent 3 options. Ils vous proposent l'option pas chère mais qui est vraiment pas bien parce qu'il manque des trucs. Ils vous proposent l'option moyenne avec tout ce qu'il faut, et ensuite il y a l'option vraiment chère mais avec des options qui ne sont pas forcément hyper intéressantes. Et là en fait avec cette technique du faux choix, en fait la personne va se dire ouais, en fait, bon, le truc low cost, je suis sûr que c'est pas exactement ce qu'il faut. Et puis bon, moi j'ai des besoins un peu évolués, je vais pas prendre ça. Par contre, le truc trop cher là, il n'y a que 3-4 trucs en plus, ça vaut vraiment pas le coup. Pour moi, c'est pas intéressant, donc je vais pas le prendre. Donc à ce moment-là, en fait, la personne va se diriger naturellement vers la version de moyenne gamme, justement celle que vous voulez vendre. Donc parfois, si vous voulez vendre un produit très cher, il faut en fait le placer entre 2 versions en sandwich. Alors n'en faites pas 4, n'en faites pas 5 versions, parce qu'autrement après il y a trop de choix et la personne va se dire mais je sais pas trop, j'ai un doute, j'hésite, etc. Donc voilà, cette technique-là, il faut quand même faire gaffe. Ça s'adresse aux personnes qui hésitent un peu. Si la personne sait déjà ce qu'il faut, si vous avez en fait qu'une seule offre, voilà, si vous avez par exemple déjà une offre et vous en lancez, enfin plusieurs offres et vous voulez lancer uniquement cette offre super chère, ne faites pas trop de comparaison. Parce que si vous comparez vos différents produits, vous allez peut-être faire du downsell. Du downsell, c'est-à-dire que vous allez vendre des produits pas chers alors que vous voulez vendre que votre produit cher. Donc ça, c'est intéressant si c'est des nouveaux prospects et que ils savent pas trop quoi acheter, ils sont un peu dans le choix. Si vous avez déjà des produits et que vous voulez vendre un super produit super cher, à ce moment-là, mettez que 2 choix éventuellement entre le super produit premium et votre produit classique, mais ne mettez pas 3 produits. Ensuite, quand vous allez vendre votre produit, il faut savoir que quand on achète un produit, c'est de l'émotion, mais juste après, en fait, on a le doute. En fait, il y a une courbe qui est très importante. En fait, au début, la personne, elle a une émotion assez importante. Est-ce que je dois acheter ou pas? Puis au moment de passer l'achat, bam, c'est un pic d'émotion. Et après, ce pic d'émotion, il dure encore un tout petit peu parce qu'on vient de dépenser 5 000 balles, on vient de dépenser 10 000 balles, on vient de dépenser X milliers d'euros. Et on se dit, merde, c'est beaucoup d'argent, qu'est-ce que j'ai fait là? J'espère que je ne me suis pas trompé. Donc en fait, ça c'est hyper important de soigner le onboarding process, donc le process d'accueil de ces clients-là. Il faut les chouchouter, il faut les choyer. Il faut qu'ils disent oh, c'est bon, j'ai fait le bon choix. Ah ouais, ça valait le coup. Déjà dès le départ, j'ai commandé quelque chose. Donc il faut leur offrir très rapidement, mais hyper rapidement de la valeur ajoutée. Il faut les rassurer. Alors par exemple, ça peut être un message automatique qui est envoyé bien sûr par email, merci pour votre commande, ça c'est la base, mais vous pouvez faire mieux. Par exemple, vous avez des messages vocaux qu'on peut préenregistrer et qui vont être déposés sur le répondeur téléphonique de votre client en disant bravo, vous venez de commander le produit, c'est génial, vous allez recevoir votre produit ou vos accès dans 10 minutes dans votre messagerie. En attendant, si vous avez un souci, vous pouvez m'appeler au 0 machin blablabla. En fait, c'est un message qui fait personnalisé, mais qui bien sûr ne l'est pas, c'est un message préenregistré. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas la capacité de faire ça, mettre une vidéo sur internet. Vous pouvez par exemple envoyer rapidement un courrier, envoyer un SMS. Enfin en tout cas, il faut que la personne juste derrière, elle se dise ouh, putain la vache, c'est tout de suite, j'ai mon truc. Et quand elle se connecte,
à sa formation, à sa vidéo, quand elle utilise pour la première fois son produit, s'il l'a tout de suite, il faut qu'elle ait immédiatement de la valeur. C'est-à-dire que il ne faut pas attendre qu'elle se dise bon, il faut que je suive 15 chapitres, il faut que je fasse 50 trucs, il faut que je me forme, il faut que je fasse cela. Non, il faut lui apporter très rapidement de la valeur, parce que tout de suite le mec va se dire ah ouais c'est bon, ouais, j'en ai pour mon argent, j'ai vu des trucs et des choses comme ça. Donc il faut se concentrer là-dessus, même si vous avez un produit très complexe, un produit qui par exemple met du temps à être paramétré ou des choses comme ça, si vous vendez du logiciel, essayez par exemple de caler une réunion de cadrage de projet, de début de projet, ou faire une analyse des besoins. En tout cas, il faut que ça soit très rapide et que la personne dise waouh, c'est bon, je suis dans le mode main, j'ai fait le bon choix, c'est génial quoi. Voilà. Autrement, un autre moyen de vendre des produits plus chers, c'est nommer ses fonctionnalités. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si le client il compare votre produit par rapport à ceux des concurrents, il va se dire non mais attendez, l'autre, c'est exactement la même chose ou quasiment la même chose, et ça vaut 10 fois moins cher. Merde, il y a un souci, je me suis peut-être fait avoir. Donc en fait, la meilleure chose, c'est de nommer ces fonctionnalités. C'est-à-dire que vous allez créer des produits qui ont un nom. C'est-à-dire que vous n'allez pas dire, tiens, j'ai une fonction qui permet de faire ça, ou j'ai un équipement dans mon truc qui me permet de faire ça. Non, je veux dire, voilà, j'ai la formule bidule. Par exemple, si vous vendez une application mobile, ben vous avez par exemple un outil qui permet d'aller récupérer les données de votre compte bancaire et les mettre dans l'application. Et là, vous n'allez pas dire, ben voilà, on a la fonction de récupération des comptes bancaires. Non, vous allez appeler cette fonction Instant Finance ou Instant Bank ou Flash Banking ou un truc comme ça. Vous allez donner en fait un nom exceptionnel. C'est-à-dire que c'est un nom, c'est pas la même chose que les autres. C'est un truc, c'est Flash Banking. Flash Banking, en fait, c'est un truc qu'on a développé pendant 3 ans. Il y a une ergonomie spécifique. On a pensé à tout. On est compatible avec 25 banques. Et c'est un truc qui est spécifique parce que on a fait ci, on a fait ça. Donc en fait, c'est vraiment important de nommer ces fonctions. Donc si vous avez, par exemple, je ne sais rien, si vous regardez par exemple une brique où vous versez du lait, des choses comme ça, bah, vous savez qu'il y a un bec verseur, je sais pas quoi. Je crois qu'il a un nom ce bec verseur, l'ouverture Tetra Pak ou l'ouverture bidule. En fait, les gens disent ouais, mais c'est pas n'importe quel truc. Moi, je paye plus cher parce que j'ai ça. Vous avez par exemple, pour vraiment rentrer dans le truc caricatural, mais dans les papiers WC Lotus, vous regardez le dernier rouleau, enfin le rouleau en papier en tout cas, enfin le rouleau en carton, c'est un rouleau en carton qui se dissout dans les WC. Et donc en fait, non, c'est un dispositif unique. On dit ouais, nous on est écolo, on a des dispositifs, je ne sais plus comment ça s'appelle, Instant Pack ou je ne sais pas, qui permet en fait de se dissoudre dans les WC, être écologique, etc. Voilà. Donc ça c'est important de les rendre uniques et de ne pas avoir un point de comparaison. Donc nommez vos fonctions, dites voilà c'est ça. Ensuite, je vous disais tout à l'heure, l'intégration, le onboarding process est important, mais il faut suivre après la satisfaction. Il n'y a rien de pire en fait que des gens qui achètent un produit, qui finalement ne l'utilisent pas et qui sont déjà déçus, ne recommanderont plus, ensuite ne font pas de bouche à oreille. Donc mettez en place systématiquement des enquêtes de satisfaction après l'achat pour savoir comment ça se passe, vous avez reçu votre truc, etc. Vous avez 3 types d'enquêtes. Les enquêtes à chaud, c'est-à-dire que c'est immédiatement après l'achat, on a un petit SMS, alors comment ça se passe, vous êtes content de votre produit, est-ce que vous êtes satisfait ou pas. Deuxième type d'enquête, c'est des enquêtes à tiède, c'est au bout de 3-4 jours, une semaine que la personne a utilisé le produit. Et après, vous avez l'enquête à froid, c'est au bout d'1 an ou 2, alors comment ça se passe. Votre but, c'est de rattraper ces gens-là et de voir si ça se passe mal, de voir qu'est-ce que vous pouvez corriger, est-ce que vous pouvez améliorer des choses dans le produit ou des choses comme ça. Donc, amélioration continue, détecter les insatisfaits, détecter les gens qui n'utilisent pas le produit aussi, pour les réactiver en fait. Et on peut donc, dans ces cadres-là, pourquoi pas avoir un Customer Success Manager, c'est-à-dire quelqu'un qui va aider les gens à démarrer dans le produit et être sûr qu'ils utilisent. Voilà. Après, il faut rendre les gens fiers de leur produit. Et rendre fiers, c'est par exemple un club utilisateur. Donc un club utilisateur qui va leur dire, voilà, vous faites partie du club Gold Premium, vous avez une communauté sur Facebook ou des choses comme ça. Vous pouvez aussi faire la proximité en les tutoyant, en les voyant, en mettant le client du mois. Bref, il faut en fait miser là-dessus sur cette proximité et être vraiment proche de lui, dire ok d'accord, non mais je suis pas n'importe quel client, là tu es VIP, tu as les coordonnées d'un commercial, il y a un commercial dédié et des choses comme ça. Donc après vous pouvez aussi viser sur la médiateté du service en disant bah tiens oui mais attention eux tu vois je peux les appeler en 24 heures. Par exemple, vous pouvez jouer beaucoup sur le contexte. Le contexte, ça c'est par exemple si vous avez un souci, moi je vous rappelle dans les 15 minutes. Ou alors mon produit il est disponible tout de suite maintenant, c'est-à-dire que vous commandez et vous avez tout de suite le produit, moi je vous l'envoie en VIP ou des choses comme ça. Ça peut aussi marcher parce que les gens ils sont pressés, selon le contexte, ils sont prêts à payer plus cher parce qu'ils en ont vraiment un besoin important. Voilà. Je vous
donne également aussi le contexte, c'est aussi de miser sur la peur. Pareil, le plaisir et la peur. On a parlé des émotions pour déclencher l'achat. Par exemple, vous pouvez dire ouais, mon produit va vous apporter du plaisir supplémentaire parce qu'il est design et fait par Stark et des choses comme ça. Ou alors on peut miser sur la peur en disant voilà, mon produit il est super et puis en plus si vous avez un souci particulier, on est là pour vous aider, on vous soutient parce qu'on a une option machin. C'est par exemple ce que faisait le magazine Entreprendre, qui incluait dans son abonnement, qui était une trentaine d'euros, 1 heure ou 2 heures de consultation d'avocat quand vous vouliez. Vous pouviez appeler un avocat pour avoir un conseil juridique. Bien sûr, quasiment personne n'utilisait, mais ça rassurait. Je disais, ah ouais, mais si j'ai un problème, je pourrais les appeler. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment important. Le dernier point, tout simplement, c'est aussi de rendre plus accessible le prix via sa présentation. C'est-à-dire que le prix, vous n'allez pas le faire en prix facial, voilà, ça coûte 10 000 balles, mais vous allez faire, par exemple, c'est 1 000 euros par mois. Vous allez proposer des capacités de financement, des choses comme ça. Tout ça, en fait, va faire que le produit, en fait, cher, va finalement pas être si cher que ça, parce que vous allez apporter plus de valeur et aussi, vous allez tout simplement rendre le prix beaucoup plus accessible.